Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madeleine Poitvin-Legrand pour mieux comprendre le fonctionnement de son association et découvrir son parcours inspirant. Pourquoi s'engager? Quels défis rencontre-t-elle? Et surtout, quelles actions concrètes propose l'association pour accompagner au mieux les usagers? Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers de Madeleine pour explorer son parcours et comprendre comment sa voix contribue au parcours de soins des usagers. Bonjour Philippe. Bonjour Nora. Partons à la découverte des origines de cette association, ses actions concrètes et les défis rencontrés au quotidien. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors vous êtes bénévole au sein de l'Association française des sclérosés en plaques. Oui. Alors parlez-nous un peu de vous au niveau personnel, professionnel, ce qui vous ont amené au sein de cette association. Bien écoutez, je suis moi-même atteinte de sclérose en plaques depuis plus de presque 30 ans. J'ai rejoint l'association quand on m'a diagnostiqué la maladie. Il est vrai que mon parcours professionnel était plutôt axé dans les ressources humaines, donc c'est vrai que j'avais une certaine facilité au contact aux autres. Et dans le cadre de mon travail, j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat associatif. Donc à partir du moment où j'étais en retraite, je me suis dit c'est le moment de continuer ce bénévolat et je vais aller vers une association de santé telle que la sclérose en plaques. Et ça fait combien de temps donc que vous avez cette maladie? Alors la maladie, ça fait presque 30 ans et dans l'association, une petite vingtaine d'années. D'accord. Est-ce que ça vous a créé des problèmes au sein de l'entreprise ou vous avez été aidé dans cette entreprise? Ça s'est bien passé? Oui, parce que de toute façon, comme c'était une entreprise privée, j'ai suivi le parcours légal de la mise en arrêt de travail. Hein. J'ai eu donc quelques arrêts de travail, bien évidemment, puis un mi-temps thérapeutique, puis une mise en invalidité. Tout ça s'est découlé d'une manière plutôt facile. Travaillant en ressources humaines, je connaissais la procédure, si je peux dire. Hein. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir expliquer ça auprès des adhérents. Ce qui est important aujourd'hui, effectivement, au niveau professionnel, de pouvoir l'expliquer. Merci Madeleine. Alors j'aimerais à présent qu'on aborde le parcours de l'association au niveau national et local. Donc on peut peut-être rappeler que l'Association française des sclérosés en plaques, elle a été créée en 1962. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1967 et elle soutient aussi bien les personnes atteintes de sclérose en plaques que les proches. La CEP, donc, c'est une maladie du système nerveux central. C'est 90 000 à 130 000 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques en France et 4 000 nouveaux cas qui sont déclarés chaque année en France. Alors moi, j'aurais voulu savoir, et je pense que cela peut intéresser les auditeurs, c'est qu'est-ce qui a déclenché la création de l'association au niveau national et au niveau local? Alors au niveau national, ça remonte même beaucoup plus loin, quand le docteur Charcot, qui lui a découvert cette fameuse maladie en 1949, a commencé à créer, il y a eu des associations qui ont commencé à se créer par manque de connaissances. Les malades étaient un petit peu laissés à l'aventure. C'est encore un peu vrai aujourd'hui de toute façon. Donc le fait qu'il y ait des associations et le fait de s'engager permet ça justement, de pouvoir communiquer avec les malades et les aidants pour pouvoir leur dire que on les comprend puisqu'on est nous-mêmes touchés par la maladie. On les comprend et on peut les aider dans les démarches de prise en charge, qu'elles soient sociales ou même médicales. Personne qui serait très récemment diagnostiquée, sclérose en plaques, que peut-elle venir y trouver dans cette association? Quelles sont les missions concrètes? Alors justement, le fait de venir quand elles sont premièrement diagnostiquées, quand c'est un premier diagnostic, nous, notre premier objectif, c'est de les rassurer. C'est de dire, n'allez pas imaginer qu'une CEP va fatalement vers un fauteuil roulant. C'est pas vrai. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Internet, oui, c'est vrai, mais pas que. Vous êtes aujourd'hui diagnostiqué, mais peut-être la maladie va rester à son niveau. Il y aura peut-être pas d'évolution. Tout est vrai, tout n'est pas vrai. Donc on rassure principalement.
Après, on essaye de comprendre quel est le parcours de cette personne, est-ce qu'elle travaille ou pas, quels vont être ses besoins, et c'est là où nous, on va pouvoir les aider dans les démarches. D'accord. Et alors, quel public justement est ciblé? Est-ce que c'est une maladie qui touche les personnes jeunes? Est-ce que ce sont des personnes encore en activité professionnelle? Oui, beaucoup de personnes jeunes, de plus en plus. On dit même aujourd'hui qu'on trouve des enfants aussi. Alors, j'ai pas les chiffres, hein, mais ça se dit. Oui, le public est plutôt jeune. On est diagnostiqué assez jeune. Alors, il faut savoir que malgré tout, une jeune femme, par exemple, qui voudrait avoir un enfant, eh bien, on lui dit oui. Pendant votre grossesse, la maladie va s'endormir. Vous allez être très bien. Ça va être une grossesse qui normalement va très bien se passer. C'est vrai que après l'accouchement, il peut y avoir une poussée qui va nécessiter des bolus de cortisone. Mais la grossesse ne va rien gêner dans l'évolution de l'enfant, et l'enfant n'héritera rien de cette maladie. Quelles sont vos actions au quotidien dans cette association? Alors le quotidien, je dirais que c'est d'abord de répondre aux appels. Le premier contact, c'est le téléphone. Les gens qui appellent, qui disent allô, voilà, je viens d'être diagnostiqué, je comprends rien, je suis pas écoutée, on m'entend pas. Ça arrive fréquemment. C'est d'essayer de comprendre où se situe la personne, qui la suit, et après moi d'utiliser les réseaux médicaux, parce que moi je suis pas médecin, hein, donc c'est plutôt d'utiliser mon réseau pour remettre les gens dans le rail du suivi médical et autres. Donc de les rassurer, dire qu'on est là, qu'on peut se déplacer pour d'abord d'aller les rencontrer pour pouvoir discuter, puisqu'on est touché, on sait de quoi on parle. Donc là déjà ça les apaise, parce que quand ils entendent ah bon, vous aussi vous êtes malade, donc ils sont rassurés. Donc là ça permet de pouvoir avoir un bel échange, une confiance. Et à partir de là, on peut être amené à les rencontrer, et puis en fonction de ce qui va se passer, de ce qu'ils vont rencontrer, on va entamer une démarche, on va passer des coups de fil à notre réseau. Donc concrètement, si je vous appelle aujourd'hui, vous me prenez en charge, entre guillemets, et vous m'amenez pas mal de choses, que ce soit par votre réseau, donc, et surtout, j'ai bien compris, de me rassurer. Oui. L'exemple concret, ce serait hier. J'ai eu un appel hier. Le monsieur a laissé un message. Ce matin, je lui ai laissé un message en disant j'ai bien entendu votre message. Je peux vous rappeler ce soir. Bien évidemment, on peut se rencontrer si vous le souhaitez. Et ce monsieur voulait du dialogue. Il voulait parler. Donc je lui ai dit bien sûr, on est là pour ça. Dès que je rentre ce soir, je vous appelle. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez quelque chose de concret, un témoignage, une histoire que vous devez raconter, que quelqu'un vous a contacté et que vous avez amené des choses? Oui, j'ai eu une très très belle, une belle réussite. C'était une dame qui était vraiment perdue, qui travaillait dans un milieu professionnel extrêmement difficile sur le port de Boulogne. Hein, donc, vous imaginez un contexte extrêmement sévère, dur. Et cette dame qui était sclérosée en plaques subissait toute la pression du travail, mais en même temps, elle était malade. Elle était très fatiguée, elle avait du mal à tenir le rythme. Donc, elle a commencé à en discuter. Ses patrons ne l'ont pas entendu. Ils ont fini par lui trouver un poste soi-disant aménagé, qui ne l'a pas été vraiment, mais qui du coup a suscité une jalousie de ses collègues, dont elle a subi un harcèlement épouvantable. Donc moi, je l'ai bien entendu tout ça. À mon niveau, je peux rien faire, hein. Je suis une patiente, mais j'ai mon réseau. Donc j'ai appelé des compétences. Et là, il y a une assistante sociale qui l'a appelée, qui est allée la rencontrer, qui a contacté sa prévoyance et qui a monté un dossier qui progressivement a amené cette dame à définitivement arrêter son travail et être pris en charge dans le cadre d'une invalidité seconde catégorie. Très important cette aide, je pense, c'est très bien dans ce réseau. Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir que vous voudriez nous parler? Les projets, c'est toujours de développer le bénévolat, hein, de trouver d'autres personnes qui voudraient venir participer à ces échanges. Après, on monte des ateliers. Là, prochainement, je vais monter sur notre secteur de Boulogne-sur-Mer des ateliers pour faire de la sophrologie. J'ai un groupe qui participe à un groupe de parole qui serait demandeur. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui pratiquait la sophro, hein, une référencée hein, sur le littoral, et qui va pouvoir faire quelques cours de sophrologie, tout ça
dans le cadre de l'adhésion de l'association, on va pouvoir faire cet atelier. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, avec des maladies peut-être similaires, je ne sais pas, ou autre chose? Est-ce qu'il y a ce genre de contact? On n'en rencontre pas particulièrement. Je rencontre d'autres associations, comme bien sûr la Fondation de France maintenant, hein, qui a fusionné l'ARCEP et la Ligue. La FCEP a souhaité rester indépendante. Bon, c'est comme ça, mais la Fondation de France, hier, m'a contacté pour que je participe avec eux. Ils faisaient un atelier voile sur Berck. Ils m'ont invité à y participer. Vous voyez, il n'y a pas de concurrence entre nous. Au contraire, on partage, on échange. C'est le but. Puis c'est d'échanger et d'amener des choses à vos adhérents et d'amener autre chose que de penser à la maladie. Surtout, c'est très fort. Merci Madeleine. Alors abordons à présent les défis et les perspectives de votre association. Vous en avez déjà dit quelques mots, mais j'aurais voulu approfondir. On le sait, et notamment après le Covid, on sait que les associations sont parfois en difficulté pour trouver des bénévoles. Est-ce que c'est votre cas? Et comment faites-vous justement pour relayer la parole auprès du grand public, pour justement susciter des adhésions? Et c'est vrai que ce Covid a fait beaucoup de tort parce que évidemment le bénévolat s'est un petit peu refermé. Aujourd'hui, ça fait partie du problème peut-être principal. Le problème, le mot est grand, mais on manque de bénévoles. Par contre, c'est vrai que à cause ou grâce au Covid, l'association justement a créé ces fameux ateliers qu'on en a créés en visio. C'est-à-dire qu'on a commencé à monter des ateliers de gymnastique adaptée en visio. Il suffisait de se connecter et puis on pouvait participer à différents ateliers sur la fatigue, sur la mémoire, sans se déplacer, en restant chez soi. Ça nous a permis de développer des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le projet, ce serait de faire développer le bénévolat, bien sûr. Alors, on le sait, c'est une grande chaîne de solidarité. Et justement, comment vous définiriez finalement le rôle que joue votre association dans le parcours d'un usager? Comment ça intervient? Est-ce que vous estimez que c'est une intervention ponctuelle dans le temps? Est-ce que finalement, il y a des bénéficiaires que vous revoyez régulièrement? Oui. Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit noyau. Il y a un groupe de parole qui est animé un petit peu partout en France. Bon, pour mon cas, il y en a sur Boulogne, il y en a à Calais, il y en a à Arras pour le Pas-de-Calais, dans le cadre de notre association. Donc c'est vrai que ça crée un certain nombre de regroupements de personnes qui se retrouvent finalement tout le temps. Donc maintenant, ça devient des amis. Donc on se voit régulièrement, on échange souvent, on voit l'évolution de leur pathologie, on voit les difficultés qu'elles rencontrent. Donc nous, en tant qu'association, on continue justement d'être présents et de les soutenir. Ça, c'est important. Oui. D'accord. Alors justement, je pense que nos auditeurs vont être fortement intéressés par tout ce que vous venez de nous expliquer. Alors comment peuvent-ils retrouver toutes les informations nécessaires sur l'association ou même venir à votre rencontre? Oui, alors nos coordonnées, bien sûr, sont sur le site de l'AFCEP, www.afcep.fr. Là, vous allez avoir la carte de France. Il suffit de cliquer sur le département qui vous concerne et là, vous allez avoir les références des délégués qui sont répartis dans le département. Donc, les gens vous appellent et après, nous, on voit avec eux ce qu'on peut faire. Soit ils viennent dans nos ateliers, dans nos groupes de parole ou nos permanences, puisque moi-même, je tiens des permanences, entre autres au CH de Béthune, mais aussi au Centre Calvé de Berck, où là, effectivement, ça permet de belles échanges. D'accord. Donc des échanges téléphoniques, aussi, des échanges sur place, oui, parmi lesquels donc, la maison des usagers. Absolument, ça c'est important. Et justement, vous parliez de bénévoles. Vous êtes à peu près combien de bénévoles sur notre département pour suivre à peu près, toujours, combien de personnes? Et c'est là qu'on est... Sur l'association dans le Pas-de-Calais, on est 3. Au départ, j'étais toute seule. 3 bénévoles sur le Pas-de-Calais? Oui, quand j'ai démarré le bénévolat dans l'association, j'étais toute seule. Et après, je me suis déplacée. Comme ici, j'ai été appelée par les centres hospitaliers. À l'époque, j'ai été appelée par le centre d'Arras. Donc de Boulogne, j'allais à Arras faire une permanence tous les mois. Et là, on avait un cadre infirmier qui nous faisait descendre des malades qui venaient pour des soins de jour. Et voilà, là, j'ai rencontré des malades. Là, il y a eu un vrai partenariat. Les malades descendaient, on discutait, etc. Donc à partir de là, il y a eu une malade qui venait pour ses soins et avec qui ça a bien collé. Et on lui a dit, mais ça vous intéresserait pas d'être bénévole? Et là, cette dame a dit, oh bah oui, pourquoi pas. Donc du coup, cette dame maintenant est devenue bénévole et elle est complètement active sur le secteur d'Arras. J'ai fait la même chose sur Calais.
Donc on est 3 maintenant répartis sur le département. Beaucoup de monde à suivre, à mon avis. Oui, oui, bien sûr. Oui, beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, mais bon. Après, tout le monde ne veut pas. Hein. Il y a des gens qui veulent pas parler, qui sont fermés, qui font du déni aussi. On rencontre ça. Hein. Mais bon, on respecte. Hein. Ça, c'est la discrétion, hein, obligé. Merci Madeleine. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci Philippe. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans Je dis tout aux usagers. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité. Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!